Voici l'inimitable, l'incomparable et l'intraitable Doc Mayou avec José Arsenault. José Arsenault. Cette émission s'adresse à un public averti. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour à tous. Bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour, Doc. José, je suis dans un état particulier ce matin. Oh! J'ai perdu. J'ai gagné. Ah. Mais j'ai pas gagné. OK. On aimerait plus de détails, s'il vous plaît. Bon, donc, vous n'avez pas voté pour Justin, mais vous avez eu M. Lévesque comme député et vous avez perdu... Il me manque une chose à découvrir. Oui. Ah, le suffrage universel. Bateau. Écoute, j'étais convaincu hier soir, quand je me suis couché vers 10h30, 11h, que j'avais perdu. Bon. OK, j'avais perdu au niveau du Canada. Et quelle ne fut pas ma surprise de découvrir dans la presse plus ce matin que les conservateurs au suffrage universel ont recueilli plus de votes que les libéraux. Aïe, aïe. En passant, M. Lévesque, on me dit dans mes écouteurs qu'il n'a pas gagné. Que Non, c'est il a bloquiste perdu. qui a gagné. Non, j'ai perdu. OK. J'ai perdu, mais j'ai gagné. J'ai gagné au suffrage universel, OK. mais sans avoir gagné. Ouais, vous m'avez tout mêlé, là. Ça- Pourtant, je me suis couché tard hier, là, pour regarder ça. Oui, bon. Tout ça pour te dire que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini parce que les libéraux gagnent la députation, perdent au suffrage universel. Aïe, aïe, il va y avoir des conséquences, là. Ouh! Quelles vont être ces conséquences-là? Je n'en ai aucune idée. Et la balance du pouvoir, vous allez être super content. Ça va aller à M. Singh. Bon, tu commences à me taquiner, toi, là. Bon, Ah, mais non, mais je veux juste dire quelque chose, moi. Moi, je suis Oui. déçue, puis c'est pas dans mon comté. Mais je suis déçue pour Ruth Hélène, qu'elle ait perdu. Parce qu'elle, pour moi, elle représente vraiment l'engagement politique. Puis elle l'a dit elle-même, je regardais son mot qu'elle a dit lorsqu'elle a appris qu'elle avait perdu. Puis elle dit, quand je suis arrivée ici, là, j'avais juste mis mon nom sur une feuille, puis j'ai gagné. Mais après ça, c'est fou. Elle parle mieux français que certains Français, là, Québécois. Tu sais, elle a vraiment appris à parler français en peu de temps. son français se compare à celui de Justin Trudeau. Ah, moi, je le trouve meilleur, en tout cas. Mais Et ça compare facilement à celui de Justin, parce que Justin fait des fautes. en tout cas, incroyable. bref, elle s'est Oui. impliquée Bon. incroyablement. Maintenant, Là. Fait que Ruth Hélène n'a pas j'aurais aimé perdu. ça que... Ruth-Hélène Brosseau n'a pas perdu dans le comté de Masquinongé. Là, vous allez encore mêler le monde. Hein? Elle n'a pas gagné ses élections, là, les auditeurs. C'est-à-dire que le mandat, le privilège de la collectivité n'a pas été renouvelé. C'est pas pareil. Elle n'a rien perdu, Ruth-Hélène. Ça l'avait C'est été indépendante, d'après moi, le repassé. C'est pas une perte. C'est pas une perte. On est dans la représentation. Et c'est un privilège. Comme nous deux. Nous sommes tous les deux privilégiés Oui. d'occuper le micro. Et le privilège nous est donné par qui? Pas par notre employeur, par les auditeurs. Ouais. Mais quand vous recevez votre chèque, vous devez remercier l'employeur quand même un peu. Oui, Mais c'est les Mais ce auditeurs sont- qui décident, ça, c'est ce sûr. sont les auditeurs. Ce sont les auditeurs qui nous accordent un privilège Exact. d'être en onde à chaque jour. Mais vous devriez remercier quand même vos boss parce que les auditeurs me donnent le même privilège, mais on n'a pas le même chèque. Ça fait que ayez un peu de reconnaissance pour votre chèque. Oui, non, je suis Non, reconnaissant. non, je envers taquine, là, je l'employeur. taquine. Maintenant, beaucoup de gens, on en parlait ce matin, beaucoup de candidats n'ont pas compris leur rôle. Leur rôle, c'est de demander à la population si elle a à une collectivité, si la collectivité leur accorde un privilège de représentation. Ils ne comprennent pas leur rôle. Puis là, ils se lamentent après, puis sont déçus, puis tata. Ruth Hélène n'a pas perdu. C'est un privilège qui n'a pas été renouvelé. Très différent. C'est pas pareil. Quand est-ce qu'on va se mettre ça dans la tête que dans un système démocratique, quelqu'un qui se présente, OK,
interroge la collectivité sur la possibilité d'un privilège de représentation. C'est un privilège. Alors, elle n'a pas perdu, Ruth-Hélène, pas du tout. Puis mon admiration pour elle ne change pas du tout. Puis ça va être, c'est comme ça. Alors, c'est pas une vaincue, non. Pour des raisons X, la collectivité a pris une autre route. Oui, mais c'était quand même très serré. Hein? Moi, quand je me suis couchée hier soir, là, Oui. elle menait. Oui, moi aussi. C'était le seul carré jaune-orange qu'il y avait là, à l'écran. Bref, c'est pas ça notre sujet. Là, non. Hein? Mais on s'est inspiré quand même de ça. Mais tu vas voir que c'est pas si loin. Parce que hier, dans la présence... Moi, j'ai pitonné. En passant, c'est très fatigant pour les membres de mon entourage, mais j'aime ça. TVA, après ça, Radio-Canada. J'allais même voir du côté anglophone comment ça se passait. Est-ce que je peux te faire une suggestion qui ne me regarde pas? Depuis quand vous retenez? Lors de certains événements, aie ton propre téléviseur. Oui, c'est bien correct. Mais tu comprends, on peut pas... Non, mais en passant, là, les personnes concernées là, ont accepté, sinon j'arrêtais ailleurs. Là. Oui. Parce que ça fait partie des moments... Depuis que ma fille est jeune, même en passant, elle était toute jeune, là, j'organisais un événement au cours des débats, au cours des élections. C'est là qu'on allait chercher un lunch. Puis je voulais donner le goût de s'intéresser à la politique. Fait que chez nous, ça a tout le temps été un événement. Puis, bref, là, c'est la première fois que je regarde pas les élections avec elle. Elle avait d'autres choses. Mais bref, tout ça pour dire que cette soirée-là, là, chez nous, là, elle m'appartient. Le hockey, le golf, laisse-le ça. Jamais, moi, je m'astine sur des postes. Jamais, là. J'ai d'autres combats que ça dans la vie. Oui. Mais la soirée des élections ou des débats, c'est moi qui est devant la TV dans la salle principale. C'est spécial, hein, mais ça, c'est moi. Oui. Bon, alors, pour notre sujet d'aujourd'hui, on s'est inspiré de M. Duceppe. Gilles Duceppe, en passant, c'était spécial parce que à TVA, ils l'ont annoncé en premier. Puis on l'a vu live qu'il l'apprenait que son fils venait de gagner ses élections pour le Bloc québécois. Puis là, pendant ce temps-là, à Radio-Canada, il attendait, mais finalement, là, ils ont eu une discussion ensemble, donc ils ont parlé au fils de Gilles Duceppe. C'est Gilles Duceppe qui lui a parlé. On peut même entendre, d'ailleurs, cet extrait. Vélo! Ben bravo, mon gars. Écoute... Tu disais, il vient de te dire que tu étais le fils de Gilles Duceppe. Moi, j'étais le fils de Jean Duceppe, qui est devenu mon père. Maintenant, on va m'appeler le père d'Alexis Brunel Duceppe. Ah. Bravo. C'est pas... Il embrasse ta mère très fort. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Bravo. OK, hey, là, il faut que tu finisses la soirée. Let's go! Je t'aime. C'est pour ça qu'on fait ce métier. Ah oui. Donc, c'est un moment qui a fait beaucoup réagir puis qui a touché beaucoup de monde. Ah oui? Oui. Moi, ça me touche pas du tout. Ben, on le sait, ça. Mais les autres, il y en a beaucoup qui ont été touchés. Mon prénom étant Pierre, oui. J'ai le cœur de Pierre. Ah, c'est parce que vous avez une façon de voir ça différente. Oui. Mais là, moi, je pense... Okay. Mon hypothèse. Oui. Premièrement, on a senti que M. Duceppe, il était un petit peu mal à l'aise. Mais on sentait que son fils, Alexis, lui, il était dans tout... Je t'aime. C'était pas ça, je t'aime. Là, c'était je t'aime. Puis là, moi aussi, je t'aime beaucoup. Puis là, on a senti une petite émotion. Ouais. Tu sais, fait qu'il y a ça. Mais il y en a combien des fils qui aimeraient donc que leur père leur dise « je t'aime ». Il y en a plein, là. Ou des filles, ou des... Tu sais, ça, fait que ça, ce moment-là, je pense que ceux qui ont été très touchés, c'est ceux qui ont ce manque-là, puis qui l'ont vu exposé devant eux. Ça a-tu de bon sens? Alors, c'est une hypothèse très intéressante. Oui, c'est une hypothèse plausible. Est-ce que c'est la seule? Non, mais c'est définitivement une hypothèse explicative. Parce que sinon, pourquoi ça toucherait autant? Hein, on appelle ça en jargon là, de radio, le talk of the town. Là. Hey, moi, je n'entendais parler, là. D'ailleurs, je me suis dit, OK, on hésitait sur un sujet ce matin, puis tout le monde parlait de ça. On s'est dit, écoute, on va faire ça là-dessus. Oui. On va suivre la discussion qui se passe à côté de la machine à café au travail. Maintenant, l'histoire des je t'aime. Bon. J'aurais envie de comparer ça au sel. Un peu de sel dans la soupe, ça goûte bon. Puis tu as sûrement déjà goûté à de la soupe qui a un peu trop de sel. Tout à fait. Et tu as sûrement goûté à de la soupe où il y a beaucoup trop de sel.
ça devient infect. Puis de la On soupe. peut même pas se le mettre dans la Puis bouche. de la soupe qui n'a pas pantoute. C'est très fade. Vous l'attendiez pas, celle-là? Ça dépend qu'est-ce qu'il y a dans la soupe. Il y a des soupes, il y a des mélanges de légumes qui n'ont pas besoin de sel. Une petite épice. Oui. Un petit peu de basilic. OK. Non, Ça écoute, peut compenser un peu. c'est pas pareil. Si tu mets des herbes italiennes, puis si tu mets du piment, Mais trop, c'est comme passé. Bon. C'est un peu ça. Là. c'est ça. Trop, ça peut devenir littéralement infect. Et ça roule depuis 20 ans. Les je t'aime revolent au Québec, dans la nation canadienne française à tour de bras. Bien, je pense qu'il y a les deux. Je pense qu'on est dans les extrêmes. Je pense que même polarisé. que c'est rare l'équilibre. Je pense que soit qu'il n'y en a pas pantoute puis qu'il y a des manques, ou soit qu'il y en a trop puis ça indispose. Ce que je vois souvent, puis on va se le dire clairement, c'est que les bottines ne suivent pas les babines. Alors, j'ai été témoin dans ma vie professionnelle et personnelle de situations où les je t'aime revolaient, mais les actions n'étaient pas dans ce sens affectueux. Je vais même jusqu'à dire que pour certaines personnes, lorsqu'elles ont affirmé verbalement le fameux « je t'aime », on passe à un autre appel. Et le reste n'est pas affectueux du tout. Et c'est fréquent dans notre clan. Alors ça, c'est une caractéristique qui nous déshonore un peu. Ouais, je comprends. Alors, les accolades puis les « je t'aime », là, s'il vous plaît, avec modération. Parce que dans bien des cas, écoute, à chaque conversation téléphonique, ça se termine par un « je t'aime ». Par texto. Oui. Oui. Entre conjoints, parents-enfants, il y a du « je t'aime » qui revole, il y a de l'amour dans l'air. Le problème entre conjoints, c'est pas qu'il y en ait trop. C'est quand que l'autre ne le ressent plus puis qu'ils sont obligés de le dire pareil. Oui. Tu sais, puis il y a un auditeur qui l'a marqué oh. sur la page Facebook. Oh. D'ailleurs, il dit « Problème du je t'aime, c'est pas ça, c'est le moi aussi. » Quand t'es obligé de dire « moi aussi », Me too. tu le penses pas. Le MeToo devient un problème. Alors oui, on peut utiliser les « je t'aime » pour manipuler, pour contrôler, pour amener quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne veut pas faire, pour détrousser financièrement. Ça va loin, les « je t'aime ». Tout ça se peut. Tout Tout ça oui. existe. Tout ça existe et même plus. Mais il y en a des sincères. Puis aujourd'hui, il faudrait quand même l'admettre, là. Oui. Assurez-vous, les sincères, là, assurez-vous que les mots d'affection sont suivis par des gestes d'affection. Combien de fois des mères de jeunes enfants m'ont dit « Oui, mais Maillot, je l'aime, mon enfant. » Ah ouais? Tu l'aimes? Qu'est-ce que tu fais? Tu t'en débarrasses? Tu le fais garder? Tu t'en occupes pas? Tu lui moisis une claque? Mais oui, mais je l'aime. Non, tu peux pas donner une claque puis dire « je t'aime ». Ça marche pas ensemble. Là. Non, un petit peu de cohérence, là. Non. Un peu de cohérence, s'il vous plaît. Donc, on va aller à la pause. Oui. Et moi, j'aimerais ça, puis qu'on soit très à l'écoute aussi, là. Moi, j'aimerais ça l'entendre. Je me rappelle, là, naguère, jadis, j'avais fait une émission avec un homme qui... c'était Marc Fisher. C'est un auteur, là, ça me ressort. Puis lui, dans son livre, il parlait que ça y avait manqué de ne pas se faire dire « je t'aime » par son père. Ouais. Hey, pendant l'émission, là, vous auriez dû entendre les hommes, là. Ça les touche plus, on dirait, que les femmes. On dirait que l'homme a besoin de savoir que son père l'aime. Ah, qu'est-ce que tu viens de dire là? Pas de se le faire dire. Il a besoin de le savoir. Et le savoir, c'est par les gestes. Messieurs. On va écouter les auditeurs. Gentiment. Avec Alors, vous pouvez réserver votre circuit téléphonique. C'est quoi votre rapport au « je t'aime » dans votre vie? Êtes-vous en manque de « je t'aime »? Vous sentez-vous obligé de le dire? Vous êtes déjà fait coincer par un « je t'aime » ? Non, mais... Donc, vous pouvez nous texter au 25226,
Est-ce qu'il y en a, par exemple, là, je tombe dans vos tales, mais je veux pas qu'on fasse l'émission juste là-dessus. Mais les filles, que leur père arrête pas de leur dire « je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime », c'est fatigant? Et l'inverse, les mères qui n'arrêtent pas de dire aux fils « je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Tout ça existe. Bon, mais on veut être large. Entre conjoints. Là. Écoute, la conjointe qui dit à son mari « je t'aime » dans le but de se le faire dire. Ben oui, c'est de ça. se têter. Mais c'est une insécurité. Pourquoi tu ne me dis pas « je t'aime » ? Mon mari, moi, me dit jamais « je t'aime ». C'est tout ça qu'on parle aujourd'hui. 25-226. Oui. Et 1-877-670-9330. On va aller au téléphone tout de suite, Doc. Oh, avec grand plaisir. Quel est votre rapport avec le « je t'aime » ? On va parler avec Guy, qui nous appelle de Québec. Bonjour, Guy. Bonjour, José. Bonjour, Oui. M. Mailloux. Oui, Guy, on vous écoute. Juste avant d'aller plus loin, j'ai une petite question à vous demander. Peut-être que ça a déjà été dévoilé ou non, mais avez-vous des enfants, M. Mailloux? Oui, je suis père de 3. Parfait, je ne le savais pas. Puis, des filles ou des garçons? 2 gars, une fille. OK. Moi, j'ai 2 filles. Moi, j'essaie, puis je trouvais ça intéressant ce que vous disiez par rapport aux gestes, parce que c'est un peu touché. Vous êtes très freudien, très darwiniste, puis on sait que faut faire attention, justement, dans les relations avec une petite fille pour pas que le concept d'Oedipe devienne exponentiel. Je pense que je me trompe pas trop en affirmant ça. Oui, allez-y. Racontez, puis oui, allez-y. Ben, moi, avec mes filles, j'en ai une qui est très affectueuse, d'autres qui l'est moins. Donc, les deux, puis elles partagent la même chambre, OK? Les deux, quand c'est moi qui vais faire le Attendez un peu. Quel âge ont-elles? C'est bien important. 8 et 10. Oui, 8 et 10, OK. Ouais. Et est-ce que vous avez l'intention de les laisser partager une chambre pour plusieurs années encore? Non. Non, on essaie de changer ça. C'est sûr que là, c'est par la force des choses. Okay. On commence déjà à trouver les éléments là pour grandir notre espace vital, on va appeler ça comme ça, sans jeu de mots, pour leur permettre là, de pouvoir s'émanciper mutuellement. Là, on est sur le point là, d'agir là-dessus. Là. Vous savez qu'économiquement, c'est pas tout le monde qui a le bénéfice d'avoir les héritages puis toutes les situations parfaites. Donc, allez-y, continuez votre point. Parfait. Quand c'est moi qui fais le dodo, depuis, je dirais que ça se passe, moi, je leur dis, je vous aime pour toute la vie et plus encore. Un petit colleux, un petit bisou, quand c'est accepté, je pense que ça a sa place également. Le matin, on se réveille pas en se disant je t'aime, bisous, bisous, puis on n'est pas dans un amour de licorne à tout casser. Là. Mais c'est important qu'elle le sache, que je le démontre. Mais il faut pas non plus, je pense, avoir un environnement de marshmallow, parce que l'amour, surtout quand on est dans une dynamique familiale, ça doit aussi être compensé par un certain élément de fermeté. On n'est pas des amis, puis on n'est pas des amoureux dans une relation familiale. C'est un amour qui doit être sain. Puis ça peut être sain, l'amour, M. Mailloux. Ça peut être très sain. On n'est pas juste des animaux puis qui font qui vont chercher tous les éléments par rapport au sexe. Oui, c'est une partie importante, mais c'est pas juste ça qui gère nos vies. Fait que c'est important de se le dire, je t'aime. Puis c'est important de le faire. Puis ce que M. Duceppe puis son fils ont fait, on s'entend qu'Alexis, il y avait des endorphines qui devaient pomper solide, puis oui, il était euphorique. Son père est un peu plus retenu, c'est l'expérience qui parlait, mais on a bien vu la sincérité. Puis c'est ça le mot-clé dans l'amour, c'est la sincérité. Puis c'est ça qu'il faut que les gens puissent partager à tout bout de champ. Puis oui, là, je m'adresse au petit Pierrot. Là. Le petit Pierrot, il faudrait des fois qu'il parle à Pierre. Ça va, Guy? Oui, ça va. Je faisais juste parler à M. Mailloux pour l'aider à régler certaines choses par rapport à l'amour. OK. Ah oui. Répétez-nous ce que vous dites. Alors, vous avez mentionné lorsque c'est moi qui fais le dodo. Vous pouvez vous reprendre. La routine du dodo. La routine du dodo avec des filles de 8 et 10 ans. Oui. Qu'est-ce que vous faites là? On va leur dire bonne nuit parce que des fois, la maman elle a besoin d'un petit peu lever la pli. La maman, c'est pas la seule dans une relation contemporaine, familiale, qui s'occupe de ses enfants. Je pense que vous êtes d'accord avec ça. Le problème n'est pas là, cher Guy. Ben oui, le problème est là. Parce que vous avez souvent des commentaires qui sont très misogynes. Guy, est-ce que vous appelez-vous pour discuter ou vous appelez pour monologuer, là? Non. On va laisser répondre là, si ça ne vous dérange pas. Parce que dans cette émission-là, on discute. Fait que Doc, je vais vous laisser. Je vais jouer. Non, vous avez eu beaucoup de temps, même, comparativement à d'autres auditeurs. Je comprends même pas. Mais on va laisser Doc répondre si ça ne vous dérange pas.
Puis je vous en remercie, puis je vous écoute, M. Mailloux. Bon. Qu'est-ce que vous faites dans la routine du dodo de filles de 8 et 10 ans? Écoutez, à 8 et 10 ans, les fillettes n'ont pas besoin de leur père pour s'endormir. Vous n'avez pas d'affaire là, mais pas du tout. Vous direz Et ça à ma conjointe. vous êtes infantilisant. C'est moi qui Donc, fais le dodo, la routine du dodo, puis maman, puis... Donc, vous dites à tous les conjoints C'est pas qu'ils n'ont facile. pas de place dans la routine familiale pour permettre à leurs enfants. Je dis pas constamment, à l'occasion. C'est un travail d'équipe. C'est un Avez-vous... travail d'équipe, M. Mailloux. À Avez-vous- l'occasion, quand je suis là, Non. quand les pense filles que- demandent Papa, Guy, viens nous Guy. donner. Non, Je pense que c'est ça- normal. OK, Non, ça merci sert à beaucoup. rien. Merci beaucoup. Parfait. Écoute, il y a une différence. On va l'expliquer, Doc, pour ceux qui écoutent. Là, il y avait un très grand manque d'écoute, là, mais il y en a qui aimeraient le savoir. Ben, Une petite c'est-à-dire- fille de 8 et 10 ans, ils sont capables d'aller se coucher tout seuls, premièrement. C'est ça que oui. vous voulez dire? Oui. Bon. Et si la fillette réclame la présence d'un parent de 8 à 10 ans, c'est la mère qui y va. Ce n'est pas le père. Le père n'a pas d'affaire là du tout. Pour l'âge, s'il vous plaît, Guy. Et c'est là que Guy a manqué d'écoute. C'est pas les enfants. C'est que les enfants ont des âges chronologiques. Par groupe d'âge, il y a des besoins. Ce n'est pas dans l'intérêt d'une fillette de 8 ans et de 10 ans de se faire préparer le dodo par le père. Aïe aïe! Aïe aïe! Alors, ces deux fillettes-là n'ont pas droit à l'autonomie minimale pour leur routine de l'endormissement le soir. Le genre s'impose. Vous l'avez vu, vous l'avez entendu. Imaginez la fillette. Nous, on était deux, là, José. T'imagines-tu la petite fille de 10 ans, toi, qui essaie de lui faire comprendre qu'elle n'a plus besoin de lui pour s'endormir, de ses bisous, de ses câlins et de ses déclarations d'amour. Elle n'a plus besoin de ça. Et il est important qu'elle soit rendue beaucoup plus loin que ça. Parce que là, la jeune de 10 ans est rendue au point de s'explorer sexuellement sous les draps. 10 ans, 11 ans, 12 ans, exploration sexuelle. Et Guy, qu'est-ce que vous faites là? Vous devenez un facteur inhibant, un facteur bloquant. Et quand elle sera grande, le conjoint va devoir vivre avec les blocages que vous aurez causés, cher Guy. Il y a quelqu'un qui veut savoir que doivent faire les pères monoparentales de fillettes. Trouvez, rendre accessible une femme maternante à vos filles. Mais là, ils vont dire qu'elles ne seront pas là tous les soirs pour aller les coucher. Mais ce que vous dites, c'est qu'elles n'ont pas besoin d'avoir quelqu'un pour aller les reconduire à leur chambre par la main puis les abriller. Ben pas. Entre José, 8 et 10 ans. José, Puis en plus, elles couchent dans la même chambre. José, à 8 ans et 10 ans, est-ce que tu avais besoin d'être bordé par ton père? Je te pose la question parce que je suis convaincu de la réponse. Ben, pas de maudite miette! Qu'est-ce qu'il fait là? Il l'aime! Puis c'est rien. Il essaye de nous faire taire. Puis le petit Pierrot en moi qui parle à Pierre, là, non, le petit Pierrot, tu sais, à l'âge que j'ai, le petit Pierrot, ça fait longtemps que... Sortez-moi une meilleure pour me faire taire, là. Aïe, aïe, on va aller à la pause là-dessus. Oui. OK? Mais merci à Guy. Merci à Guy d'avoir appelé parce que hautement représentatif d'une mouvance actuelle à peu près bidon. Mais je vais juste rajouter quelque chose de super important. OK? Oui. Tu sais, il y a quelqu'un qui dit c'est poche parce que quand quelqu'un challenge le doc, on le flush. Mais c'est pas ça. Moi, je vais juste expliquer mon point, comment moi je vois ça. Je pense que Guy a eu du temps d'antenne à lui tout seul, sans interruption, que peu ont, en passant, là. Fait qu'on a tout écouté. Mais nous, dans l'émission, c'est une discussion. On peut jaser, on peut discuter, vous pouvez argumenter, mais, tu sais, on va donner un cours. T'écoutes, tu parles, t'écoutes, tu parles. C'est ça, une discussion, là.
Ouais. Et au retour de la pause, on va aussi amener et répondre à une question puisqu'on est dans le sujet. Parce qu'il y en a qui veulent savoir, selon l'âge, là, comment Oui. on va pour le oui. dodo. Parce que là, on a ouvert cette porte-là. Là. Ouais. Fait qu'on va répondre au retour de la pause. Mais on veut savoir, vous, là, de votre côté, quelle importance a le « je t'aime » dans votre vie? Est-ce que vous en avez manqué? En avez-vous eu trop? En avez-vous abusé? Vous êtes-vous fait manipuler? 1-877-670-9330. On va aller au téléphone, mais avant, on va juste poursuivre et répondre aux questions suivant l'appel du dernier auditeur. Oui. Parce que tantôt, notre auditeur Guy, fille de 8 et 10 ans, il les accompagne pour les border, etc. Puis là, vous disiez à cet âge-là, ils n'ont pas besoin de tout ça. Alors, à la question, jusqu'à quel âge le parent doit y aller border les enfants ou cesser de le faire? Ça, c'est revenu souvent comme question. Bon, alors, ça va être graduel. On va diviser les enfants en 3 groupes. Il y a les bébés, les petits et les grands-enfants. OK? Et là, je ne fais pas la distinction de genre. Les bébés, c'est 2 ans et moins. Les petits-enfants, 3 à 5. Les grands-enfants, 6 à 10. Ou 6 à 9. Alors, on a 3 catégories. Les bébés ont besoin de beaucoup de maternage. Ils n'ont pas besoin de déclaration d'amour. Ils ont besoin de calme, des bisous, des câlins, de sécurité, d'un environnement serein. Les petits 3 à 5, ça commence à évoluer au niveau de l'autonomie, au niveau des initiatives. C'est accompagner le développement psychosocial de l'enfant avec des marques d'affection, surtout par la mère. Les petits garçons, graduellement, tranquillement, à partir de 6 ans, la mère peut modérer ses transports. Les bisous et les câlins, 6 ans à 9 ans, on ralentit ça. Par contre, 6 ans à 9 ans, pour les fillettes, prise d'autonomie graduelle. Puis c'est pas facile parce qu'il faut vraiment distinguer selon le genre. Les fillettes acquièrent le langage en moyenne plus rapidement que les garçons. Leur niveau d'autonomie est un peu plus rapide que celui des garçons. Alors, c'est pas tout à fait la même chose. Et il y a, au niveau psychosexuel, aussi un développement. Tranquillement. Avec les années. Alors, le problème avec Guy, c'est que ces fillettes, ce sont des grands enfants, ce que j'appelle, moi, des grands enfants, pas des adolescents, mais des grands enfants, et il est très infantilisant. Il les traite encore comme des 3-5 ans. C'est là qu'est le problème de Guy. Okay. Il infantilise. Il garde tout petites ses filles. OK. On va aller au téléphone. On va parler avec Chris qui nous appelle. Bonjour. Hey, salut José, salut Doc. Oui, bonjour bien? Chris. On vous écoute. Ouais, Doc, moi j'ai appelé il y a peut-être bien 1 mois et demi, là, tu sais, une photo de ma mère que j'avais trouvée, là, elle était à poil, tout le kit, puis les boules à l'air tout le temps, puis je viens pas avec ça. Mais ouais, c'est ça. Moi j'ai une petite fille de 8 mois, puis quand j'avais appelé, elle avait 5 mois. Oui. Fait que là, je rappelle 1 mois plus tard. Oui. Fait que, ouais, c'est ça, là. Puis pour répondre à notre question, c'est quoi? Ouais, ben, il faudrait juste en répéter la question vite, là. Parce que moi, j'écoute un peu, puis après ça, tu sais, j'étais en camion, fait que j'essaye de... Mais c'est... Ben, vous rappellerez quand vous aurez écouté la question d'émission. On va poursuivre avec Steve, qui nous appelle... Il s'ennuie. Il y a du monde. Il y a du monde qui s'ennuie et qui cherche l'affection de toutes sortes de façons. Il y a beaucoup d'adultes carencés qui, au lieu de recevoir des « je t'aime », auraient dû recevoir des marques d'affection selon l'âge de leur développement. Les bébés, c'est des bisous, puis des câlins, puis bercés. Les 3-5 ans, c'est de la stimulation pour leur développement intellectuel. Puis encore un peu de bisous et de câlins, mais on ralentit le rythme. Et les grands-enfants, activité avec les pères, avec d'autres enfants. Il y a le processus de socialisation qui s'intensifie.
pas socialisation avec le géniteur, rendu à 8 et 10 ans. Socialisation avec des enfants du même âge. Et après souper, on les écoute. Ou lors du souper, les 8 et 10 ans, ça, c'est une belle période. C'est une belle période, un beau temps d'écoute au souper. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, elles vont raconter qu'une telle a fait telle affaire. Puis... C'est ça, l'affection. Écouter un enfant, c'est de lui témoigner un grand respect, Guy. Écouter un enfant, c'est important. Puis c'est le fun. On apprend des paquets d'affaires des enfants. T'as même pas idée. On va aller au téléphone. On va parler avec Steve qui nous appelle de Québec. Bonjour, Steve. Bonjour, José. Bonjour, Doc Mayou. Steve, Vous allez bien? on vous écoute. Bon, moi, tout ce que je me disais, c'est qu'il n'y avait pas d'âge pour dire « je t'aime », parce que moi, dans le cas que je le dis, c'est vraiment comme si, tu sais, je suis camionneur moi aussi, s'il arrive un accident, quelque chose du genre, ça serait ma peur, tu sais, qu'il arrive quelque chose à ceux que j'aime puis que j'ai pas pu leur dire. Donc, oui, j'avoue, par contre, que je le dis peut-être trop souvent à ceux que j'aime. Mes enfants, ils ont 9, 10 puis 12 ans, puis je leur dis encore que je les aime le soir puis le matin avant de partir, parce que c'est une peur de plus les revoir. Bon, vous êtes honnête et transparent. Oui, je toujours. dis à mes proches que je les aime parce que j'ai peur. Parlez-nous de votre peur. Je trouve ça incroyable. J'ai peur de plus les revoir. C'est plusieurs personnes, ça peut arriver souvent, des accidents. Et moi, je suis dans le métier de camionneur, comme je vous disais, puis il y a souvent des accidents que, bon, écoutez, camion vert, le gars, il est mort écrasé. Steve, qu'est-ce que vous nous racontez là? Ben, je vous dis comment je me sens. Moi, c'est Ben pas oui, peur de plus voir la personne. Mais j'ai une question, Steve, quand même, pour faire avancer. Là. Tu sais, vous leur dites que vous les aimez, mais admettons qu'ils meurent puis vous leur avez pas dit « je t'aime ». Et puis, je m'en voudrais beaucoup. Mais pourquoi, si vous leur avez fait sentir que vous les aimiez? On ne le fait jamais assez sentir, je pense. On aimerait toujours ça, faire plus sentir et essayer d'être meilleurs parents. C'est jamais parfait. Hein? Non, c'est le danger. Vous avez écouté... Avez-vous eu la chance d'écouter Guy tout à l'heure? Oui, puis non, pas vraiment, non. OK. Alors, le problème avec la surcharge de je t'aime, c'est l'infantilisation. OK. Deuxième problème avec la surabondance des je t'aime, c'est l'insécurité. Guy, Steve, vous êtes en train de communiquer à vos enfants une peur avec laquelle vous vivez. OK, ouais, je comprends. Vous avez sûrement raison, ouais. C'est-à-dire, c'est pas l'histoire de me donner raison, là. Qu'est-ce que vous comprenez de vous-même, là? Que je suis insécure, j'ai peur qu'il arrive quelque chose de grave. Et que ce soit à moi ou à ceux que j'aime. Depuis quand vivez-vous avec cette peur intérieure? Ben, j'ai perdu ma mère en 97 d'un cancer, puis je dormais pendant qu'elle est décédée. Mon père m'a réveillé en me disant qu'elle avait laissé son dernier souffle. Donc, j'aurais aimé être réveillé puis avoir pu la reprendre dans mes bras avant qu'elle disparaisse, mais j'avais 15 ans. Ouais. Le problème n'est pas là. On remonte plus loin. Prendre votre mère mourante dans vos bras à 15 ans, ça témoigne quoi de vous, là? De votre passé, de votre enfance? Ben, mon père, il était militaire, lui, dans son cas, puis j'avais souvent peur qu'il ne revienne pas quand il a fait la guerre de Chypre. Fait que ça peut être de l'insécurité, ça aussi, j'imagine. Mais y a-t-il l'autre côté de la médaille, dans le sens, tu sais, tantôt, vous disiez, on n'en donne jamais assez. Ça se peut-tu que vous n'ayez pas eu assez? Non. Ça, là-dessus, il n'y a aucun doute là-dessus. Mes parents m'ont tout donné. Oui. Steve, alors, vous attribuez votre peur à la guerre, au fait que votre père était militaire, fait la guerre de Chypre. Quel était le niveau émotionnel de votre mère lors des séjours prolongés de votre père en théâtre de guerre? Ma mère, elle avait aussi peur qu'il arrive des choses parce que les médias, souvent, la TV, dans le temps, il y avait le don de nous dire que, bon, mais ils sont rendus prisonniers. Comment vous savez que votre mère
avait aussi peur. Comment vous savez ça? Parce qu'elle en parlait un peu. On recevait des cassettes de mon père qui étaient enregistrées. Puis il nous parlait, il nous disait qu'il nous aimait, que ça allait bien, tout ça. Mais moi, souvent, j'étais pas capable de finir l'enregistrement parce que je me mettais à pleurer. Là. Fait que ma mère, elle écoutait quand je dormais. Puis, mais des fois, c'est moi qui disais, je veux écouter de Pat. Est-ce que votre mère pleurait lorsqu'elle écoutait les cassettes? Non. On venait les yeux un petit peu en plein d'eau parce qu'on s'ennuyait. C'est de l'ennui qui se crée. C'est un traitement normal. Là. Écoutez-vous parler. On venait les yeux pleins d'eau. Ouais. Vous savez, Steve, vous avez été contaminé à l'os par une mère, par l'anxiété, par les peurs de votre mère. Ça ne vous appartient pas sur cette affaire-là. Vous avez été contaminé. Elle vous a contaminé. OK. Elle n'a pas su vous respecter. Non, mais je veux dire, moi aussi, j'ai éprouvé de l'ennui là-dedans. Je m'ennuyais de mon père aussi. Fait que, tu sais, je veux dire, on était deux ensemble à essayer de se réconforter sur l'ennui de... Le problème est là. Votre mère vous a utilisé comme source de réconfort. Comme elle aurait fait si son conjoint avait été là. Vous avez joué le rôle à votre insu de petit mari rassurant pour la bonne femme insécure. Ben, elle pleurait pas à côté, je vous dirais. Okay. Et là, vous reproduisez ça avec vos enfants. Vous êtes en train de les contaminer avec votre peur. D'accord. Au lieu d'agir comme un homme adulte. Vous avez quel âge, Steve? 37 ans. Il commencerait à être temps qu'on devienne un homme parce que les enfants ont 9, 10 et 12 ans. Un homme adulte. Puis les peurs de la génitrice, on va mettre ça au congélateur. On va se quitter là-dessus. Merci beaucoup. Pour ne pas dire à la poubelle. D'accord. Je vous remercie beaucoup. J'adore votre émission. Bonne journée. Continuez. Bye, Soyez prudents et amusez-vous bien, comme camionneur. on va à la pause. Quel est votre rapport avec le « je t'aime » ? Ouais. Est-ce que ça vous a manqué de vous faire dire « je t'aime » ? Ou à l'inverse, êtes-vous pas capable de le recevoir, le « je t'aime » ? Il y en a qui sont pas capables. Il y en a qui se disent même qu'ils ne croient pas. Ça se peut pas qu'ils m'aiment. Et quel usage en faites-vous? Oui. Vois-tu, dans le cas de Steve qui vient de nous appeler, il utilise les fameux « je t'aime » pour se rassurer, lui, sur une peur névrotique bien enfouie en lui, contaminée par sa mère, parce que le père était militaire, puis la mère, transmettait son angoisse, ses peurs, à son jeune fils. Et on se réconfortait mutuellement. Ouais, c'est c'est incroyable. Penses-tu que c'est le rôle d'un petit gars de 7, 8, 9 ans de réconforter la bonne femme? Voyons! Ah, ici, on a Femme 45. Je cherchais le texto. Là. Oui. Je viens de réaliser quelque chose d'important. Je me rends compte à quel point je dis souvent « je t'aime » pour la simple et bonne raison que j'ai besoin de me le faire dire. Bon, Que ce soit de la part de merci. mes enfants, de mon conjoint ou même mes parents. Et je me rends compte que lorsque j'étais enfant ou adolescente, je ne me faisais pas dire « je t'aime » par mes parents. Je ressentais l'amour de ma mère, mais moins celle de mon père. Je vais travailler là-dessus. Oui. Bon. Il y a quelque chose qu'elle ne ressentait pas du bonhomme. Elle nous dit qu'elle ressentait un amour sincère de sa mère, mais pas du bonhomme. Il y a des pères qui réagissent de toutes sortes de façons. Y inclut le rejet. Lorsque leur fillette d'amour devient jeune femme à l'adolescence. J'ai bien dit, y inclut le rejet, la distance excessive. Messieurs, ce n'est pas parce que votre fillette d'amour commence à être menstruée et avoir des seins que vous devez la repousser. Combien de fois ai-je eu cette confidence-là? Débarque dessus moi, puis « Hey, wow, les nerfs! Calme-toi un peu, là! » Oui, mais à l'inverse, si un père appelle pour dire comme ça, quand sa fille de 15 ans, ça s'est dessus, vous allez dire aussi « Wow! » Bon. Il y a le juste milieu, là. J'allais sortir une locution latine. « In medio stat virtus. » Oh. C'est dans le milieu que se situe la vertu. Les deux extrêmes sont tout autant dommageables. Nos circuits téléphoniques sont pas mal remplis, je vous dirais. Oui. Fait qu'on va parler avec Jocelyne qui nous appelle de Chaudière-Appalaches. Bonjour, Jocelyne. Bonjour. Jocelyne.
Écoutez, je trouve que c'est un sujet qui est bien intéressant, auquel j'ai pensé longtemps, puis j'ai cherché des réponses. J'en ai trouvé des parties, mais il en manque. Moi, ce que je vais vous dire, c'est que quand on me dit que je t'aime, le mot dit je t'aime, je suis pas fin de le dire comme ça, mais j'ai de la misère à y croire. Ouais. Ça suscite bien plus de méfiance que le contraire. Oui. Et lorsque je le dis pas, je le dirai pas verbalement, je le dirai pas à voix ouverte, mais ce que je vais dire, c'est correct. Tu me dis que tu m'aimes. Tu vas me le prouver, mon homme. Ouais. Là, je veux des actions. Puis je ne demande pas des gestes d'éclat, je veux pas des cadeaux, je veux pas des surprises. Non. Je veux juste que dans ton quotidien, tu sois capable de soit m'accorder un petit peu de temps quand c'est l'heure du souper puis qu'on jase. Oui. Si j'ai un problème, on discute, on échange. À mon sens, à moi, une façon de dire qu'on aime quelqu'un, c'est de lui accorder du temps. Oh! Et de l'écoute? Non. Oh! Ça se peut que je sois dans le champ. Non. Continuez, lâchez pas. Lâchez pas le morceau. Je vais en rajouter. J'ai de la difficulté à recevoir des... J'ai de la misère avec le mot compliment. Mais j'ai de la difficulté quand quelqu'un me dit « Hey, yes, je suis fière de toi, t'es courageuse, tu fais ci, tu fais ça, t'es bonne. » Ben non, je suis pas si bonne que ça, je fais ce que j'ai à faire, point. Puis, quand je vous dis ça, je reviens à la mère, on n'en sort pas. Moi, quand ma mère me disait qu'elle était fière de moi, je disais merci, mais j'ai jamais été capable d'avaler le mot. Quand ma mère me disait qu'elle trouvait que j'étais débrouillarde, blabla, toutes ces choses-là, j'ai toujours eu de la misère à dire « Ouais, merci, mais de le prendre pour ce qu'il était. » Pourquoi? Ça passe pas. Comment Ça vous bloque. expliquez ça? Ça, c'est la difficulté que j'ai rencontrée longtemps. Puis, je pense avoir un amorce. Ce que je pense avoir trouvé. Allez-y. Là, on me dirait si je suis dans le champ. Moi, quand j'étais jeune, là, tu sais, les parents racontent les histoires quand ils ont eu leurs enfants, blablabla. Et ma mère me dit, toi, t'étais pas attendu. Toi, t'es arrivé comme sur le fly, t'étais pas prévu. J'en voulais pas d'autres, mais t'es arrivé. D'ailleurs, le surnom que mon père me donnait, et je le trouvais très insultant, c'était « J'étais la petite goutte ». Il n'avait pas le temps de sortir avant, puis je suis arrivée. Comme pas le choix de prendre le bébé qui est arrivé. Mais j'étais pas prévue, j'étais pas attendue, j'étais pas désirée. Puis... Attendez, là. Oui? Attendez, l'histoire de la petite goutte, là, ça passe pas, le matin. Quel être méprisant. Deuxièmement, sexualisation de la relation. Qu'est-ce qu'il voulait dire par la petite goutte? Jusqu'où il est allé avec l'histoire de la petite goutte, là? Racontez. Comment vous dites? Vous voulez que je vous dise jusqu'où il est allé avec l'histoire de la petite goutte? Oui. Ben, écoutez, moi... Oui? Les propos sexuels de la part de votre père. Ben, mon père m'appelait la petite goutte, mais c'est pas mon père qui m'a dit l'histoire de un soir, ils ont eu une relation sexuelle, puis mon père s'est porté assez vite, puis finalement, ça a germé. Qui? C'est ma mère qui m'a dit ça. À quel âge? La première fois? Je me souviens pas bien, ça devait être autour de 8-10 ans. Vous êtes pas Parce que sérieuse. les enfants posent des questions sur le... En tout cas, moi, j'ai posé des questions sur mon origine. Vous n'êtes pas sérieuse. À 8 ans, cet étourdi vous raconte que le bonhomme s'est pas retiré assez vite, puis elle était enceinte de vous. Aïe, aïe. Comment vous vous êtes senti lorsque la bonne femme vous a raconté ça? J'ai toujours eu le sentiment que j'étais adoptée. Je me suis demandé pourquoi tellement longtemps, puis à un moment donné, moi, je vois pas d'autre raison que cette phrase-là qui a été dite, elle venait de là. Puis j'ai jamais été adoptée. Le géniteur en remet avec l'histoire de la petite goutte de sperme. Ben oui, c'était très insultant. Là. J'espère que je suis pas juste une petite... Hey, mais, non. Dans quel coin de la tribu ça se passe, ça? À Montréal. Je suis native de Montréal. J'ai entendu beaucoup de choses. L'histoire de la petite goutte, là. Puis à 8 ans, la bonne femme. Manque de jugement. Cervelle d'oiseau. Raconte à sa fille comment elle a été conçue.
Je veux dire, comme Je vous m'en dites ferais souvent, passer. là, vous deviez être belle en tabarouette pour qu'elle soit jalouse de même. Parce que Là, j'ai jamais posé cette question-là. c'est très méprisant. Hey, Moi, je sais c'était- quand j'étais jeune, on me disait que je ressemblais à ma mère dans ma façon d'être. Et vous pouvez lui dire, je vous piquais des crises, je voulais pas y ressembler. Je me suis jamais demandé pourquoi, Ouais, mais au moment où ça se passait, je voulais pas ressembler à ma mère. Ah oui, elle était méprisante. Ben, c'est une cervelle d'oiseau qui n'a pas de jugement. Voyons. On s'en va où Mais avec ça? aujourd'hui, j'ai encore de la misère à accepter quand quelqu'un me dit que je suis bien smart, que je fais ci, puis je fais ça. Ben oui, ben je suis oui. capable de me le dire entre mes elle deux vous a- oreilles. Je elle vous sais a que je donné. fais plus. Vous savez, des exemples de propos sexuels de la part du bonhomme et de dénigrement de la part de votre mère, on pourrait passer l'avant-midi là-dessus, là. N'est-ce pas? Sûrement. Bon. Mais l'idée, c'est de, à mon sens, à moi, si on trouve le problème, c'est pas de s'arrêter. Continuez à faire le lien comme vous êtes parti là. Vous êtes sur une belle voie. Ben oui. OK? Je vais la travailler. Voir vos parents comme ils ont été. Je vous remercie, j'en découvre encore aujourd'hui. On lâche pas. Merci, Jocelyne. Bonne journée. Ah oui. Merci, bonne journée. On aura tout entendu. Hey, à Montréal, pas au bout d'un rang, d'un village, tu sais, arriéré dans les Appalaches, dans la Laurentienne ou au Lac-Saint-Jean. Ben, tu peux être arriéré même en ville. Là. C'est Ça ressemble pas mal à hallucinant. ça. Là. À 8 ans. Ah, il est déjà 10h29, Doc. On va s'arrêter et au retour, on a plein de gens en ligne pour nous parler. OK. Donc, aujourd'hui, on parle du Je t'aime. On s'est fait inspirer par Gilles Duceppe et son fils hier lors de la soirée électorale et qu'ils se sont dit mutuellement qu'ils s'aimaient. Ça a ému des gens. Il y en a pas pantoute. Et on veut savoir, vous, de votre côté, le Je t'aime, c'est quoi? Est-ce que c'est important pour vous? Quelle importance a le Je t'aime dans votre vie, avec, par exemple, comme père envers ses enfants? Comme enfant versus vos parents, entre conjoints, en amitié. On va parler avec Pierre qui nous appelle de Charlevoix. Bonjour, Pierre. Bonjour. Oui, homonyme. On vous écoute. Ça me fait plaisir. Moi, ce qui est important pour moi, là, j'ai 2 enfants. C'est de leur avoir inculqué la confiance en eux. Je leur ai dit que je les aimais souvent, mais pas à outrance. Je leur ai inculqué la confiance en eux, le vivre en société, l'amour filial, et puis ils sont des personnes très épanouies aujourd'hui. Quel âge ont-ils? J'ai un fils de 33 ans. Oui. Qui est rendu, il a une maîtrise en urbaniste. Et j'ai une fille qui est médecin. Qui a quel âge? Qui a 31 ans. 31 ans. Moi, et je puis, le... Oui. Mon fils Oui. me dit souvent sa gratitude de lui avoir inculqué ces valeurs-là. Pierre? Mais moi, c'est important pour moi. Quel âge avez-vous, Pierre? Quel âge avez-vous? Moi, j'ai 59 ans. Vous avez 59 ans. Alors, vous vous attribuez... qu'est-ce que vous avez fait qu'est-ce que vous faites dans votre vie professionnelle? Dans quelle sphère? Ingénieur. Pardon? Ingénieur. Vous êtes un ingénieur. Oui. Malheureusement, au niveau de l'ingénierie de l'être humain, vous n'êtes pas tellement connaisseur. Et vous n'êtes pas tellement connaisseur au niveau de l'ingénierie psychique. Parce que quelqu'un qui connaît un peu le développement psychique des enfants va être très dubitatif face à vos propos grandiloquents. Je m'explique. Je leur ai inculqué la confiance en eux. Ça ne marche pas comme ça, pantoute, mon cher Pierre. Le vivre en société, ça me surprendrait beaucoup que ça vienne de vous. Ben, là, vous faites un jugement de valeur. Non. Non. On y va. Il y a certaines connaissances dans le développement de l'être humain. Et la confiance en soi se développe à partir du lien maternel chez le bébé.
Alors, c'est pas vous Donc, qui avez accouché vos enfants? Ça n'a rien à voir là-dedans, là. C'est pas ça que... Qu'est-ce que je viens de dire? Ben, vous dites que c'est maternel. Non, mais, gars, Doc, Oh. Doc, pour avancer, là, OK? Il se peut que Pierre ait été un bon accompagnateur pour la mère qui a été maternelle envers les enfants. Ça se peut que Pierre ait eu une présence rassurante. Ça se peut-tu, Ben, ça? c'est qu'il s'attribue tout le crédit du niveau de fonctionnement de ses enfants à l'heure actuelle. Absolument pas. Absolument pas. Absolument pas. Quand je vous dis, j'ai inculqué, je me suis peut-être mal exprimé. Bon, reprenez-vous. Reprenez-vous. On a inculqué. Pardon? OK? On a inculqué ces valeurs-là, mon Bon. épouse et moi, à nos enfants. Oh, que c'est beau à entendre. Oh, l'humilité a parfois sa place, cher Pierre. Ben, c'est bien sûr que si Bon. j'avais pas eu ma femme, c'est sûr que des enfants, ça s'éduque à 2 personnes. Oh, oui. Oh. Bien récupéré. OK. Hey, on va se quitter là-dessus. Merci, Pierre. Bien récupéré. Continuez à vous exprimer de cette façon-là. Ça va vous honorer nettement davantage. Bye. Alors, on va poursuivre. On va aller à Gatineau. On va parler avec Jérôme. Bonjour, Jérôme. Bienvenue dans l'émission. C'était ça, Benjamin? Oui. Oui, bonjour. Alors, moi, oui, ma mère, mon père ne m'ont jamais dit « je t'aime ». Oui. Dans mon métier, j'ai été dans l'armée, unité de combat. On m'a jamais dit « je t'aime ». Me l'avoir dit, je pense, ça aurait déclaré une bagarre générale. Là, je t'ai soufflé parce que je prends ma marche avec mon chien. Oui, oui, allez-y. Mais pourquoi pourquoi ça aurait fait une guerre, là, si on vous avait dit « je Parce t'aime que l'homosexualité est un crime dans l'armée. Pierre peut t'en parler, ». Non, non, mais vous, êtes-vous homosexuel, Jérôme? Es-tu malade, toi? Non, non, mais pourquoi que ça aurait créé une guerre? Admettons qu'une fille vous dit « je t'aime ». Parce que j'aurais pensé que c'est une tapette qui me dit qu'il m'aime. Eh Fait boy, que je l'aurais OK. pas liché drette là. OK, on est en train de vous cerner, là. OK. Ouais, Fait que oui. Pierre a peut-être bien vu les résultats de qu'est-ce qui pouvait arriver à un homosexuel dans la marine. Fait que... En tout cas, continuez. Tu peux y demander. Fait qu'à l'armée, ça n'aurait pas passé. Ensuite, avec vos Ça n'aurait conjoints. pas passé dans l'armée. Au niveau de la conjointe, je n'étais pas capable de dire je l'aime parce que je n'étais pas habitué à ça, à ce sentiment-là de je t'aime, je n'étais pas habitué. Puis même encore aujourd'hui, j'ai bien de la misère. Il y a un de mes beaux-frères qui m'a déjà dit je t'aime. J'ai quasiment sauté dans la face. J'ai dit, as-tu un death wish? Je sais pas c'est quoi en français. Veux-tu mourir aujourd'hui? Fait que non, ça me rend inconfortable des je t'aime à gauche puis à droite. Puis c'est ça. Est-ce que je suis un gros genre? Est-ce que je suis carencé? Peut-être. Bon. Êtes-vous capable d'exprimer de l'affection à quelqu'un, à une femme qui vous est chère? Je crois que juste ma présence témoigne de mon affection à une personne. Ouais, ben, Jérôme, forcez-vous le derrière un peu plus que ça, là. Votre sainte présence peut être insuffisante, là, surtout avec avec une compagne. Là, essayez de vous faire aller un peu plus, là. D'accord? Oui, oui. Écoute, Pierre, je vais en thérapie de couple pour ça, là. Fait que, oui, oui. Oui. Juste Parce ma que présence, même là. Non, ça convient pas. OK? Non, je te comprends. Oui. Bon, on se Fait force que, un peu plus là, pour lui témoigner. Oui. Petit bisou. Tout à l'heure, il y a quelqu'un, Jocelyne, je ne sais pas si vous avez l'occasion de l'entendre, et elle appréciait l'attention, l'échange et l'écoute. Tu sais, un conjoint qui est attentif lorsque elle a quelque chose d'important à lui raconter. L'attention, l'échange, l'écoute. OK? On lâche pas. On lâche pas. Bye, Jérôme. Bye. On va aller à la pause, Doc. Immédiatement, puis on revient pour notre dernière partie d'émission. Dernière partie de l'émission. Quel est votre rapport avec le « je t'aime ». On va au téléphone, on va parler avec Sonia qui nous appelle du Saguenay. Bonjour, Sonia. Bonjour, bon matin. Bon matin, Sonia.
Je vous appelle parce que ça m'interpellait tellement, là, les valeurs familiales puis tout ça, tout ce qui m'a été inculqué. Mon père est décédé au printemps. Il a fait une crise de cœur devant moi et ma fille. J'ai pas été capable de le réanimer. Puis, suite à ça, c'est drôle parce que on dirait qu'on cherche, on est comme en processus de deuil puis tout ça. Puis, je me rappelle au début et que je voulais donc parce que tout le monde, tu sais, les expériences des autres disaient ben, Caroline, tu sais, on les sent quand ils sont décédés. Moi, à part à sentir la froque à mon père, je sentais pas grand-chose. Fait que je voulais rencontrer une voyante. Puis à un moment donné, là, je sais pas, il y a eu un déclic dans ma tête. J'ai pas besoin d'aller me faire dire que mon père m'aimait. Je le sais qu'il m'aimait, même s'il me le disait pour 5 minutes. Je le sais de la façon qu'il m'a élevé. Tu sais, une relation parent-enfant, ça... Tu sais, il y a comme une base où il faut qu'ils nous élèvent. Puis à maintenant, on devient un petit peu égalitaire, tu sais, qu'on a nos opinions, ils ont leurs opinions. Puis on a toujours échangé. J'ai toujours eu des parents assez ouverts, pas parfaits. Pas des parents parfaits, mais des parents qui étaient là, qui étaient à l'écoute. Tu sais, puis on essayait d'échanger beaucoup, puis de regarder les points de vue. Puis j'ai des enfants, j'en ai 2. J'ai une fille de 16 ans, j'ai un garçon de 13 ans. Avec ma fille, ben, tu sais, j'ai comme fini là, de l'élever, si on veut. Puis là, on est comme plus sur un rapport égalitaire. Tu sais, à échanger, à apprendre, parce qu'elle a des opinions, des idées. J'ai dit je t'aime, mais je veux dire, parce que je suis une personne chaleureuse, ça fait partie de moi. Mes parents étaient moins je t'aime, mais moi, je suis comme ça, j'aime ça. Tu sais, quand j'aime quelqu'un, les câlins et tout ça, mais ça, c'est ma personnalité. Mais je pense pas que ça va changer rien au fait que ça va être important ou pas. Ça dépend plus de comment est-ce qu'on est dans la vie, là. Ben, selon moi. Mais j'écoutais le doc parler à Mané avec Guy, puis mon père, il n'est jamais venu nous border, puis je pense pas que ça m'a nuit dans ma vie. Pas en tout, là. Merci de le ramener, Sonia. Votre comportement avec votre fils de 13 ans, on a bien entendu votre comportement comme mère avec votre fille, et ça évolue plus vers un rapport égalitaire, c'est affectueux, des câlins. Votre gars de 13 ans maintenant? Ah, mon garçon, écoutez, là, j'essaie de me contenir. Je l'aime, mais j'essaie de rester encadrante parce que j'ai un petit garçon qui a un TDAH, qui a des troubles d'apprentissage. Je me suis longtemps mis en tous les doute, gars. pensais que j'étais pas une bonne mère. Sonia, arrêtez, là. Tous les garçons ont un TDAH au Québec. Alors, il n'y a pas un auditeur qui nous appelle sans avoir un garçon mais ils TDAH. m'ont sorti ça à l'école, puis là, j'essaie d'être la meilleure mère possible. Alors, Sonia, racontez-nous comment vous nous dites « j'essaie de me contenir ». Qu'est-ce que vous essayez de contenir? Ah, j'ai un amour sans borne pour mes enfants, c'est incroyable. Je les aime, je suis fière d'eux autres, de oui, mais avec votre fils, comment ça se manifeste, votre amour sans borne? Ben, ça se manifeste que je me contrôle parce que... tu sais, il y a des comportements qui sont inacceptables. Ça fait que là, je l'aime tellement, mais tu sais, j'essaie de montrer, non, ça se fait pas. Que je t'aime ou pas, là, ton comportement, ça n'a pas de bon sens. OK. En dépit de l'affection. J'essaie de joindre les émotions à la logique. Là, attendez un peu, parlez-nous un peu du géniteur qui est le père de votre fils de 13 ans. Oui, bien, on n'est pas ensemble. On était ensemble 14 ans. Mais lui aussi, il avait des difficultés d'apprentissage, puis tout ça. Puis, écoute, il aime son garçon. Lui, il n'a pas connu son père, puis tout ça. Mais, tu sais, il aime tellement son garçon. C'est là-dessus où on se rejoignait plus parce que on n'avait pas la même façon de vouloir l'élever toutes les deux. Oui, attendez un peu, là. Il aime tellement son garçon que... Ben, il y a de la misère à établir des limites. Il pardonne tout, il accepte tout ça, là? Ben, je vois pas ça, moi, parler des choses. Je sais pas. Oh. Vous avez peur qu'il écoute, c'est quoi? Ben, je veux pas... mais je le sais que de l'amour, il y en a tout plein attendez pour son garçon. Finissez votre phrase. Je veux pas que... Non, on va respecter... On va juste comprendre, là. Je veux pas que vous soyez identifié. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, je veux pas que... Ben, c'est parce que des fois, ben, tu sais, mon garçon, parce qu'il a vécu de l'intimidation un petit peu, mais c'est parce qu'il a des mauvaises habiletés sociales. Tu sais, des fois, mon garçon va rentrer dans la bulle des autres. Puis là, j'essaie de faire la part des choses. C'est là-dedans que j'ai de la misère à... Puis mon ex, son père, ben, il est toujours en train de le mettre dans une bulle.
C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là de mettre dans une bulle? Ben, tu sais que c'est la faute des autres. Tout le temps, mais tu sais, c'est parce que moi, dans la vie, j'ai été élevée qu'il fallait se responsabiliser. Que, tu sais, c'est pas tout le temps juste la faute des autres ou de nous autres. Tu sais, il faut faire le point des fois, puis il faut faire le petit ménage en dedans de nous autres pour trouver des façons que ça aille mieux. Et il est porté à se surprotéger. C'est ça. Puis là, ben, je ne me rejoignais plus. Bon, OK. Et quelle relation a votre fille de 16 ans avec son géniteur? Ben là, ça c'est compliqué, hein, je vais avoir l'air d'une mère choquée par à peu près. Elle voit plus son père. Pourquoi? Parce que son père, quand elle a eu 12 ans, quand elle allait chez son père, nous, on s'est séparés. Quand j'ai eu ma fille, je l'ai eue, puis je me suis séparée tout de suite parce que j'aimais pas son père. Puis j'y avais dit, j'ai dit, regarde, on peut pas continuer. J'ai dit, là, je vais te demander des pensions, ça n'a pas de bon sens. Mais finalement, il a vraiment voulu. Fait qu'il voyait la petite une fin de semaine sur deux. Il a eu des blonds. Mais ma fille, elle couchait tout le temps dans la chambre des mêmes blondes. Puis ça me regardait pas, c'était son chez eux. Puis ma fille, ben, elle a quand même un petit peu de caractère. La dernière blonde qu'il y a eu sérieuse, quand ma fille y allait, elle s'adonnait pas avec la fille du même âge qu'elle, puis ils couchaient dans la même chambre. Puis à Noël, ben, je pense que ça fait 11-12 ans, je sais pas trop. À un moment donné, en tout cas, ça a comme éclaté. La blonde de mon ex, elle parlait sur Messenger, sur Facebook avec ma fille, puis elle voulait donc savoir le pourquoi qu'elle voulait pas venir à Noël. Puis ma fille, ben c'est pas correct ce qu'elle a dit. Je le sais, elle l'a piqué à l'os. Elle a dit, si tu veux savoir la vérité, je suis plus capable de ta petite gâtée pourrie. Fait qu'elle a été blessée, tu sais, c'est sa fille. Fait qu'elle, de dire à ma fille que c'était elle le problème. Non, attendez un peu, là. Attendez un peu. Est-ce que, d'après vous, c'est vrai que la fille de la blonde était une petite pourrie? Je le sais pas, je la connaissais pas. Je ne le savais pas. OK. Je le sais pas, mais c'est ma fille avait ce sentiment-là. Elle l'a dit méchamment. Elle l'a dit, puis elle, ça l'a blessée. Ça fait qu'elle a dit à ma fille que c'était elle le problème. Attendez un peu, là. Attendez un petit peu. Avant de dire qu'elle l'a dit méchamment, ma première question, est-ce que c'est vrai que la fille de la blonde était gâtée pourrie et invivable, mal socialisée? Bon. Alors, vous dites que le géniteur a tendance à blâmer les autres, mais vous... Non, c'est pas le même. C'est pas le même géniteur. Oui, je sais, mais vous parliez du géniteur de votre fils tout à l'heure, qui avait tendance à blâmer les autres, mais vous blâmez votre fille là, avant même de savoir si c'est vrai ou pas. Soyez prudente avec ça. C'est pas facile. Oui, c'est vrai. Elle n'a pas été... Écoutez, on n'a pas d'évidence qu'elle ait été méchante en disant la vérité. Mais la bonne femme voulait poser une question, elle a eu une réponse. Si la réponse l'a blessée, parce que c'est vrai ce que la jeune a dit, c'est vrai ce que la jeune a dit. Puis si c'est faux, après ça, son père l'a rappelé, ma fille, en disant, si tu veux revenir chez nous, tu vas présenter des excuses à ma blonde, sinon je ne fais plus te voir. Ma fille l'a flashé partout, elle dit, clair, net, fini. La question que je pose, à 12 ans, est-ce que votre fille avait raison dans l'évaluation de la jeune, de la blonde de son père? Je le saurai jamais parce qu'il est plus avec, c'est séparé. Oui, comprenez-vous mon raisonnement? Oui, avant de demander des excuses d'un jeune, est-ce que le jeune a raison dans son propos? Oui. Deuxièmement, est-ce qu'il a été maladroit? Parce qu'imaginez-vous donc, la jeunesse, c'est un espace d'apprentissage. Fait que le genre, avant de demander des excuses, doit dire à sa fille, écoute, ma fille, c'est pas vrai, pas gâté pourri. N'est-ce pas? On se comprend? Oui, oui, oui. Et on doit se quitter là-dessus. Sonia, merci. Merci d'avoir appelé. Beaucoup. On avance ensemble. Oh, on avance ensemble. Bonne journée, Doc. Oui, à demain. Bonne journée, Benjamin. Merci à vous, les auditeurs, et on se retrouve demain. Bye-bye, tout le monde. Soyez là demain, 9h30. Pour une autre édition du Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault.